Bonjour mes chers frères et sœurs, je suis Koudra Kachindi des chrétiens, je suis un historien. Vraiment, ça fait un grand travail, on a mené des recherches par-ci par-là dans le but de concevoir cette histoire intitulée L'origine et les causes de la guerre du 1-23 de 1881 en 2024. Monsieur, j'ai une question. Mais c'est quoi le 1-23 ? Quelle est la forme démographique du 1-23? Par quoi est composé le 1-23? Le 1-23 est un mouvement rebelle armé actif à l'est du Congo, soutenu par les Rwandais, d'après plusieurs sources provenant du gouvernement congolais, dont d'ailleurs la communauté internationale est déjà d'accord. Le 1-23 est composé majoritairement des Tutsis et des anciens membres du RCD, dont le but principal est de revendiquer les accords conclus le 23 mars 2009 entre les gouvernements de Kabila et les seigneurs de guerre Tutsi, Bosco Ntaganda, les généraux du CNDP. Pour que nous parvenions à comprendre bien cette histoire, on va la répartir en trois parties. La première partie qui part de 1881 à 1997, la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, de 1997 en 2012, le déclenchement de la première guerre du 1-23 et de 2012 en 2023, le déclenchement de la guerre du 1-23 en deuxième phase. Un petit groupe rwandais quitte le Rwanda sous les règnes du roi Mutaradé, arrive au Congo entre 1930 et 1960. Ensuite de cela, il y a un grand groupe de Tutsis, composé d'une démographie quand même élevée, quitte le Rwanda sous les règnes du roi Kigeri IV, roi Bugiri, arrive au Congo en 1881. Mais pourquoi avez-vous présenté l'année 1881 comme une année à laquelle il y a eu des immigrations rwandaises au Congo, pendant que d'autres auteurs, d'ailleurs beaucoup, présentent les débuts du XXe siècle comme une période à laquelle il y a eu des immigrations rwandaises au Congo? Oui, je comprends très bien cette question, mais tous ceux qui présentent les débuts du XXe siècle comme une période à laquelle il y a eu des immigrations rwandaises au Congo sont des fois des Congolais ou soit des Rwandais, soit des Burundais. Et suite à cela, il y a tant de subjectivité dans leurs travaux scientifiques. Alors dans le but de nous débarrasser des subjectivités et des sentimentalismes, on a jugé bon d'adopter une date qui a été proposé par John West. John West, dans son livre appelé Les pays d'Ouvira, où il montre que les Tutsis sont arrivés pour la première fois au Congo en grande vague, c'était en 1881. Et tous, vous connaissez très bien que John West, il est l'un des auteurs, historiens, des références auxquelles s'est référé au sujet des immigrations en Afrique centrale et surtout à l'est de l'Afrique. Cette vague de ces populations rwandaises s'arrêta dans la plaine de la Ruzizi, tout près de Kakamba, qui aujourd'hui fait la frontière vers le Burundi. Suite de cela, cette vague va se déplacer et s'installer dans les moyens plateaux d'Uvira, autour d'une colline appelée Mulenge. En 1908, l'État indépendant du Congo devient une colonie belge. De ce fait, il prend le nom du Congo belge. En face de cela, Gaoutou, les représentants de la communauté Tutsi au Congo à l'époque, va déclencher les revendications des terres propres à sa communauté. Mais les Belges refusent cela. À ce moment-là, les Belges les appellent des Rwandais. Vous devez comprendre cela. À ce moment-là, les Belges les appellent des Rwandais. En 1912, la Belgique débute son projet de réorganiser formellement les systèmes administratifs en structure coutumière de plus grande taille. Mais ils en laissent Gaoutou à l'écart. Autrement dit, Gaoutou en est laissé à l'écart par la Belgique. En l'occurrence, le Banyamulenge reste assujetti à d'autres chefs coutumiers auprès desquels ils doivent alors payer de l'impôt. Mais là, je ne comprends pas. Mais pourquoi les Belges refusent de donner aux Banyamulenge ce qu'ils demandent, une terre, alors qu'ils sont déjà là? Ah oui, je comprends cette question. Vous savez, il y a des raisons pour lesquelles les Belges n'avaient pas donné un territoire ou bien une terre aux Banyamulenge. La première raison, c'est quoi? Ils étaient moins nombreux. La deuxième raison, ils étaient considérés à l'égard des Belges comme un peuple nomade. Ils n'avaient pas de place fixe. C'est la raison pour laquelle, tu vas voir, il y avait des Tutsis
à Goma, il y avait des Tutsis. Dans les sites Kivu, il y avait des Tutsis. Au Katanga, ça veut dire qu'ils étaient disséminés partout. Suite à cela, les Belges les avaient considérés comme un peuple qui n'est pas adapté à la sédentarisation. Veuillez voir, les Barundis de la plaine de la Ruzizi leur a été donné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient concentrés sur un même lieu. Mais ce n'était pas le cas chez les Banyamulenge. Ils étaient moins nombreux, encore disséminés. C'est la raison pour laquelle on ne leur a pas donné une terre. À la fin de l'année 1959, les Tutsis du site Kivu se baptisent les noms des Banyamulenge. Vraiment, c'est curieux, mais pourquoi se dénomme-t-il Banyamulenge et pourquoi attendre 1959 pour se dénommer ainsi, alors qu'ils étaient déjà là depuis longtemps? Oui, il y a une raison. La raison, c'est quoi? Vous savez, au cours de l'année 1959, il y a des atrocités au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Qu'est-ce qui va se passer? Les Tutsis sont marginalisés et tués et persécutés par des Hutus. Suite à cela, une vague importante des Tutsis va quitter le Rwanda pour se réfugier au Congo. Alors, dans le but de se différencier avec des nouveaux réfugiés Tutsis en provenance du Rwanda et du Burundi, les Tutsis vivant au Congo depuis longtemps vont se dénommer les noms de Banyamulenge. C'est dans le but de se différencier avec des nouveaux venus. Mais en outre de cela, il y a un objectif caché. En bon, mais lesquels? C'est celui de se déguiser en originaire de Mulenge. Mais cet objectif sera connu par d'autres communautés à la longue. On va voir. Le 30 juin 1960, le Congo accède à l'indépendance. Le 17 janvier 1961, le premier ministre Emery Patrice Lumumba est assassiné au Katanga. En guise de vengeance, le ministre de l'Éducation Jean-Pierre Moulele déclenche une rébellion contre le gouvernement en place qui, selon lui, est à la base de la mort du premier ministre. Cette rébellion sera appelée la rébellion des Moulele ou la rébellion Simba. Ces soulèvements militaires et rebelles armés atteignent la région de Fizi et d'Uvira au cours de l'année 1963. Suite au fait que le Premier ministre avait de la notoriété à l'égard du peuple congolais, beaucoup de jeunes vont commencer à s'adhérer dans la rébellion, dans le but de venger la mort de leur Premier ministre. À Fizi, la rébellion sera commanditée par Ebombo et Shabani Ndalo Maulana, quelqu'un du clan Bassango. Au terme de l'année 1963, qu'est-ce qui va se passer? Les rebelles Moulele montent vers le haut plateau. Ils y retrouvèrent les Banyamulenge avec des bétails. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont piller les Banyamulenge et les persécutèrent. En guise d'autodéfense, les Banyamulenge vont créer une milice armée appelée Abagirie qui à la longue sera soutenue par les gouvernements congolais. En partant du principe selon lequel l'ennemi de mon ennemi est mon ami, l'armée nationale va se coaliser avec les groupes Abagirie dans le but de débarrasser les hauts plateaux des rebelles Moulele. En 1966, avec les régimes mobutistes déjà au pouvoir depuis 1965, l'armée nationale parvient à chasser la rébellion des Moulele sur tout l'étendue de la République. Autrement dit, c'est la capitulation de la rébellion Moulele. La coalition conclue entre l'armée nationale et les Abagirie va permettre aux Banyamulenge de se retrouver présents dans les rangs de l'armée nationale. C'est la première fois que les Banyamulenge se retrouvent dans l'armée nationale. Et à l'égard du régime mobutiste, ils vont en plus devenir très influents. Comme résultat, en 1969, M. Bisengi Manaruma est proclamé le directeur des cabinets de Mobutu, suivi en 1970 par Frédéric Muoza Gisaro, qui aussi à son tour est élu dans l'Assemblée nationale. En 1972, une loi est votée accordant la nationalité congolaise à toutes les personnes vivant dans les Kivu avant 1950. Et c'est de là que le nom de Banyamulenge s'est popularisé sur toute l'étendue de la République. De 1972 à 1980, les Banyamulenge, cette fois-ci, profitent alors de cette influence pour mettre en accent la revendication d'un territoire en forme d'une chefferie, mais cette fois-ci en se liant à
un lieu appelé Mulenge. Et c'est de là que d'autres communautés vont alors comprendre que le fait de se dénommer Banyamulenge, ce n'était pas dans l'unique but de se différencier avec des nouveaux réfugiés, Tutsis en provenance du Rwanda et du Burundi. Mais plutôt, il y avait aussi un objectif caché de se déguiser en originaire des Mulenge. Au cours de l'année 1980, des polémiques au sujet des personnes d'origine rwandaise et burundaise s'intensifient dans des débats politiques nationaux que provinciaux. En 1981, une loi est votée qui va abroger la loi de 1972. Cette loi est la loi du 26 juin 1981 qui a été établie par des parlementaires selon lesquels la loi de 1972 c'était qu'une manœuvre personnelle de Bisengi Manaruma qui cherchait à nationaliser sa communauté Tutsi au Congo. En 1982, les Banyamulenge ne sont plus autorisés de prendre part dans la législative nationale pour des raisons de nationalité douteuse. Parce que selon cette loi, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle loi? On est de la nationalité congolaise si et seulement si on est descendant des lignes des tribus recensées à la conférence de Berlin de 1885. De ce fait, les Banyamulenge ne sont plus considérés comme des vrais Congolais. En parallèle de cela, les Banyamulenge ne cessent pas d'évaluer le fait qu'ils ont vécu au Congo avant 1885. Mais là, je ne comprends pas, c'est vous celle qui avez dit que les Banyamulenge étaient au Congo depuis 1881. Mais comment vous venez de dire qu'ils ne sont plus considérés comme des Congolais? Oui, vous savez très bien, je comprends cette question. Mais le problème, c'est quoi? Les Banyamulenge étaient au Congo avant 1885. Mais ils n'étaient pas recensés comme une tribu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disséminés, comme je l'ai dit pour la première fois. Alors que cette nouvelle loi dit qu'on est Congolais si on vient d'une tribu qui a été recensée comme tribu plutôt avant 1885. C'est ça le problème. Alors que les Banyamulenge n'étaient pas recensés comme tribu. C'est la raison pour laquelle tu vas voir. Si on peut établir les tribus qui avaient lieu au Congo pendant cette année 1885, lors de la conférence de Berlin, la tribu des Banyamulenge ne faisait pas partie. Devant cette précarité politique et identitaire, beaucoup de Tutsis vont commencer à se diriger vers les Rwanda où ils finissent en grande majorité à adhérer dans Pardon, messieurs, car il y a une chose qui ne marchait pas de mon côté. Au juste, c'est quoi les FPR? En guise de réponse, le Rwanda est un pays composé de deux peuples. Il y a les Tutsis et les Hutus. En 1990, il y a une guerre civile, des atrocités intercommunautaires entre ces deux peuples. Et à ce moment-là, le gouvernement rwandais est composé entièrement des Hutus. À ce moment-là, le président est appelé Juvenal Habyarimana, l'armée nationale est appelée la FAR, donc la force armée rwandaise composée entièrement des Hutus. En parallèle de cela, nous avons les FPR, qui signifie les Fronts patriotiques rwandais, un groupe armé et rebelle à ce moment-là commandité par les majors Jean-Paul Kagame, qui avait comme le but principal de renverser les régimes Hutus au pouvoir à ce moment-là au Rwanda. Dans le but de maintenir la paix entre ces deux peuples, les accords d'Arusha vont intervenir. Ces accords prévoient la réintégration militaire et politique des différentes composantes internes et externes. Lorsque je parle de l'interne, nous voyons les Hutus. Externe, nous voyons les Tutsis. Justement, c'est ça. Et d'ailleurs, selon ces accords, Faustin Twagiramungu, c'est lui qui, le 15 décembre 1993, devrait organiser un gouvernement de transition par lequel on devrait consacrer l'intégration des exilés Tutsis dans ces gouvernements-là. Je pense là, c'est la fin des problèmes, parce que cette fois-ci, les Tutsis sont promis la mise en place d'un gouvernement de transition dans lequel ils seront intégrés en attente des prochaines élections. Et en guise de cela, qu'est-ce qui va se passer? La communauté internationale va créer une mission de l'ONU qui sera dénommée Minuar le 5 octobre 1993 dans le but de veiller à l'application de ces accords-là d'Arusha.
Mais ces accords seront retardés par Juvenal Habyarimana, le président du Rwanda. En avril 1994, il y a un problème qui se passe au Rwanda, sur lequel, le 6 avril 1994, les deux présidents Hutu, Juvenal Habyarimana, le président du Rwanda, et Cyprien Ntaryamira, le président du Burundi, sont tous assassinés dans l'avion personnel du président du Rwanda, Falcon 50, dont on ne connaît pas la provenance jusqu'à aujourd'hui. Mais messieurs, ne pensez-vous pas à l'hypothèse d'après laquelle les Tutsis peuvent avoir organisé l'assassinat du monsieur Juvenal Habyarimana? Jusque-là, on n'a pas de preuves probantes incriminant les Tutsis dans cet assassinat. Pourquoi? Parce que le président Habyarimana est tué pendant qu'il vient de la Tanzanie à Dar es Salaam. Il vient d'accepter de mettre en place les institutions de transition prévues par l'accord d'Arusha. Ça veut dire qu'il avait déjà accepté l'intégration des Tutsis dans le gouvernement du Rwanda. Après un jour de l'assassinat, le 7 avril 1994, les membres des FARC, très en colère, vont déclencher un génocide contre les Tutsis. 5 000 morts Tutsis. Après plusieurs mois des affrontements militaires entre les FPR et la FARC, les FPR parvient le 17 juillet au territoire rwandais. Et c'est de là que les accords d'Arusha seront alors mis en application. Là, le président devient le pasteur Bizimungu, le premier ministre Faustin Twagiramungu, les vice-présidents. Par peur des représailles, beaucoup de Hutus vont commencer à prendre fuite vers le Congo. Parmi eux, il y a des anciens membres des FARC et des interamiens. Tous ce sont des génocidaires responsables du génocide de 1994 au Rwanda. Ces militaires Hutus déjà trouvé les refuges au Congo. Une fois bien installés, les Hutus vont se mettre à persécuter les Tutsis vivant au Congo depuis longtemps. À cause de cela, beaucoup de Tutsis vont se réfugier au Rwanda où ils sont accueillis dans des camps de réfugiés au sein desquels les Tutsis du Congo font déjà l'appel à la rébellion contre les gouvernements congolais qui les privent de leur droit à la citoyenneté congolaise et contre les Hutus armés qui les persécutent à l'est du Congo. Et il faut noter que l'organisation militaire des Hutus, des anciens membres du FARC, des interamiens dans les régions frontalières entre le Congo et le constitue une menace pertinente de la part du nouveau régime établi au Rwanda. C'est pour cela que le Rwanda va supplier à Mobutu de déplacer les camps des réfugiés se retrouvant à l'est du Congo vers. Mais Mobutu refusa. En outre, le Rwanda va supplier à la communauté internationale de séparer dans des camps des réfugiés des civils. Il n'y intervient même pas. Cependant, les Hutus étant dans des camps des réfugiés à l'est du Congo sont en train de se préparer pour reconquérir au Rwanda. Nous avions supplié Mobutu de repousser ces réfugiés de la frontière jusqu'à l'intérieur du Zaïre, comme les Nations Unies le préconisaient, mais il a refusé. En conséquence de cela, le Rwanda va accuser Mobutu de pouvoir armer et soutenir les Hutus se retrouvant dans des camps de réfugiés de son pays. C'est dans cette tournure d'événements que par la coalition rwando-ougandaise, l'AFDEL sera créée entre les artères suivants: Bizima Karamweto, Massasu Ngandu, Anselme Massasu, Laurent Désiré Kabila, qui prendra le poste du porte-parole de l'AFDEL. C'est à ce moment-là que Jean-Paul Kagame, qui à ce moment-là est déjà le vice-président du Rwanda, va
États-Unis dans le but de tenter pour une seule fois de récolter un engagement de la communauté internationale. Mais sans suite positive, le Rwanda va décider de finir avec Mobutu, qui, selon lui, soutient ses ennemis qui se sont installés à l'est du Congo. Tout est déjà prêt de la part de l'AFDEL, mais l'AFDEL n'attend que les prétextes pour attaquer et pour renverser les pouvoirs de Mobutu. En octobre 1996, c'est ce qui va se passer. Le gouverneur du Sud Kivu va faire une déclaration où il annonce. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Pouf, c'est la première guerre du Congo, la guerre de l'AFDEL. L'AFDEL pénètre le 18 octobre 1996 dans le Congo en passant par 3 vagues. La première vague qui passe par Goma, la deuxième qui passe par Bukavu et la troisième qui passe par Uvira. Après 7 mois de guerre, l'AFDEL parvient à atteindre le Kinshasa le 15 mai 1997. Le 16 mai, Mobutu prend fuite et laisse le pouvoir. Le 17 mai, la ville de Kinshasa tombe. Directement, Laurent Désiré Kabila s'autoproclame le président du Congo et il change le nom d'Isaïr qui prend les noms de la République démocratique du Congo. Et le 20 mai 1997, il est officiellement investi à la place de la présidence. Et c'est de là que la guerre du 1-23 pointe à l'horizon. Vraiment, nous vous prions de pouvoir nous suivre. En outre, nous vous supplions à ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, aussi à commenter. S'il y a des questions, vous pouvez nous les établir au niveau des commentaires et on y donnera des réponses.